Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous compter parmi nous ici sur ce plateau bourré d'énergie positive. Vous allez voir avec des passionnés qui se bougent pour faire battre le cœur du territoire. Le cœur de la Halle Clémenceau qui s'emballe de nouveau avec les Yetis qui n'ont rien d'abominable, au contraire. Ces femmes et ces hommes des neiges cartonnent sur des roulettes. Le cœur d'un fils pour son père et sa moto. Un drôle de portrait brossé avec des petites piques dans les bulles d'une BD tendre et joyeuse. Dont le tome 2 vient juste de sortir. La moto de papy, le voici, le voilà. Et c'est vous, Sylvain, qui êtes aux commandes de cette belle aventure. Bienvenue. Merci. Alors bonjour. Sylvain SILV1 comme le nombre. Vous appelez Sylvain Aimé Bout. Vous n'êtes pas du tout dessinateur de BD à l'origine. Non, pas du tout. Mais vous l'êtes devenu avec cette petite chronique familiale qui cartonne. On découvre ça dans un petit instant. Avec un personnage très très haut en couleur et les couleurs des Yetis qui sont en force ici parmi nous. Bienvenue. Bonjour. Jean-Sébastien et Thibaut, vous êtes respectivement président et coach de cette équipe de roller hockey qu'on connaît bien ici, multi-titrée à Grenoble, on en est très fiers, qui a raté de très peu le titre l'année dernière. Vous avez été éliminé en demi-finale, c'est toujours pas passé, c'est pas digéré. Non, ça reste encore une blessure qui est un peu délicate à refermer. À ce point, vraiment il manque toujours un titre quand même pour garnir l'armoire à trophée. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Thibaut de prendre la place sur le banc pour apporter le petit supplément qu'il faut pour aller chercher au moins un titre cette saison. Oui, puisque c'est votre première saison, Thibaut, aux commandes de cette équipe que vous connaissez bien pourtant. Alors d'abord, on va revenir alors non pas au commencement, mais regardez comment vous qui êtes né probablement dans les années, on va dire avant les années 80, vous avez connu la patinoire Clémenceau comme ça. C'était une patinoire, c'était la glace, elle était là en centre-ville. Vous en rappelez ça, Thibaut ? Ah oui, c'est de très belles années d'ailleurs. Pôle Sud, pour moi, existe peu, finalement. C'est Clémenceau, où je dirais que la légende des brûleurs de loups a été créée. Voilà. Exactement. Et jusqu'aux années 2000, le hockey sur glace se jouait dans cette patinoire Clémenceau. Exactement. On y a vu des titres et des Coupes de France et beaucoup de beaux souvenirs. Aujourd'hui, cette patinoire Clémenceau, c'est devenu la Halle Clémenceau, une halle sportive. On y a vu des matchs de hand, on y voit désormais des matchs de roller hockey. Et autant le dire, il y a à peu près tout, sauf peut-être la dimension du terrain et le glaçon, bien sûr. Mais est-ce que Thibaut, vous qui avez connu cette patinoire, vous revivez un petit peu ces émotions-là ? Ah ouais, carrément. De toute façon, dès qu'on entre dans cette halle, il y a quelque chose, il y a un esprit autour de cette salle et revenir dans notre fief, finalement, pour nous, d'anciens brûleurs de loups, c'est le meilleur endroit, finalement, pour faire du roller hockey aujourd'hui. Oui, ancien brûleur de loups, puisque avec votre frère Gauthier, d'ailleurs, votre frère jumeau, vous avez mon grand fait frère partie. aussi. Et votre grand frère, j'allais y venir, bien sûr. Mais déjà, vous aviez joué dans la même catégorie et au même âge dans les années, fin des années 90-2000, on va dire. Ici, dans cette même patinoire Clémenceau, qui, on le rappelle, elle date du milieu des années 60, avait été construite pour les championnats d'Europe qui avaient précédé les JO en 68. Et votre frère, bien sûr, Maxence, qui a fait les beaux jours des brûleurs de loups. Donc, vous étiez vraiment un habitué de cette patinoire. Ah, complètement, vraiment. On peut dire qu'on a passé pas mal d'heures dans cette magnifique salle qui, même avec l'âge, on regarde, elle est toujours aussi belle finalement. Elle est toujours aussi belle. Elle rappelle de beaux souvenirs en tout cas. Tout à fait. Et on vient de le voir, il y a aussi un petit peu ce rythme, ce jeu, ces belles émotions. On a un petit document, alors c'est une petite archive, on n'arrive pas à retrouver des photos. Là, on voit Maxence, il est là. Alors regardez, au rond du milieu, sur la droite, on a zoomé un petit peu. Voilà, il est à côté de Gérald Guénelon qui porte le 22. Maxence est là à droite. Quand on trouve des documents, on retrouve ici Jean-Philippe Lemoine, Christian Pouget, Philippe Boson. Il y a du beau monde, Fabrice Texier. Bernard Segui, qui est complètement à gauche, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe de France
de roller hockey, d'accord, et qui aujourd'hui entraîne toujours donc les féminines, je crois. Hein, c'est ça, il est dans le staff, dans le staff de l'équipe de France. Exactement, il est toujours dans le staff. Donc le hockey est une grande famille aussi, et qui se transmet. Et oui, parce qu'en fait, beaucoup de glaceuses, ce qu'on appelle des glaceux, comme moi, finalement, on est venu au roller un peu par passion, tout simplement au hockey, et que on pouvait faire de très beaux championnats en roller hockey tout en restant à haut niveau et en ayant toujours une activité professionnelle à côté, quoi. Alors le haut niveau, vous l'aviez connu quand même en élite, hein, vous avez joué en élite, vous avez aussi joué du côté de Villars, mais alors la petite histoire retiendra que vous êtes champion de France de Détroit. C'est ça. L'année de la relégation du dépôt de bilan du club, c'était en 99-2000. Et c'est vous qui avez gagné la dernière mise en jeu. Voilà, j'ai trouvé ça sur le web. Voilà, et c'était face à Courbevoie le 9 avril 2000. Voilà pour la petite histoire. Et donc, on en vient naturellement au roller hockey en cours de carrière ou en après-carrière. Est-ce que ça se produit souvent que des anciens joueurs vont donner peut-être des coups de main dans des clubs aujourd'hui, de la région? De plus en plus, les glaceux qui au départ réfutaient, ne voulaient pas aller dans la glace, plutôt dans le roller. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de respect. On est vraiment le petit frère, il faut être honnête. Mais avant... Ça se faisait beaucoup, les deux à la fois. On allait sur la de plus en plus maintenant. Ouais, bien sûr. Alors, nous, c'était plutôt quand on était à la glace, on faisait plutôt quelque chose de loisir, d'accord. Et puis on venait se mêler en effet avec ceux qui faisaient du roller hockey. Puis le roller hockey a pris beaucoup de dimensions. Et aujourd'hui, on peut dire que le roller hockey, c'est vraiment le petit frère et on est proches les uns des autres, finalement. Oui, petit frère parce qu'il est beaucoup plus jeune. On appelle ça le roller. Ça s'appelait le roller online au début, puisque à l'époque de ceux qui sont nés avant les années 80, le patin, c'était avec les deux roues. Je crois que ça s'appelle aujourd'hui le rink hockey. Je crois que c'est ça. On joue mais le rink hockey existe depuis encore plus longtemps. Oui, c'est ça, avec les deux roues, en quad, 2 par 2. En quad, pas inline. Voilà. Exactement. Et il s'est très bien développé, ce roller hockey, depuis quelques années. Vous êtes aux commandes de ce club historique depuis 2 ans. À peu près. C'est la deuxième année du mandat. Oui. Donc l'année dernière, on a fini l'année avec 215 licenciés. Quand on a fait notre AG, donc on était à 215 licenciés. Et là, licenciés EES aussi. Exactement. Parce que les féminines marchent très bien. Tout à fait. Et cette année, on est déjà au-dessus puisqu'on est à 229 licenciés, avec une augmentation dans la plupart des catégories, aussi bien dans les catégories jeunesse que dans les catégories seniors. Et notamment chez les filles, on a également quelques recrues qui sont arrivées chez les filles pour pouvoir renforcer l'équipe. L'effet championne du monde peut-être, parce qu'on rappelle que parmi ces filles qui ensuite peuvent changer de club, mais vous avez quand même formé des championnes du monde il y a 2 ans. On a quelques filles qui sont championnes du monde, donc on a dans l'effectif Marion et Chloé qui sont vraiment à 100% dans l'effectif, mais on a également Zélie qui fait également partie de l'effectif des filles, qui joue dans un autre club, mais qui joue également dans l'équipe féminine. Donc ça fait 3 championnes du monde. Donc pour le recrutement, c'est vrai que ça permet d'attirer des filles, mais le fait d'avoir une équipe qui est à 100% féminine et qui permet justement d'attirer toutes les filles de la région, puisqu'on est la seule équipe féminine 100% féminine sur la région, ça permet justement d'attirer de nouvelles licenciées et les faire venir chez nous pour les faire progresser ensuite. Parce que les filles jouent avec les garçons, dès qu'elles apprennent le roller hockey ou même le hockey sur glace, ça fonctionne. C'est même le cas de vos filles d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. J'ai deux filles de 9 et 10 ans qui jouent au roller avec les garçons. Oui, c'est un très beau sport. C'est un très beau sport pour les filles. Oh oui. Même si on n'a que des garçons ici sur ce plateau. Ouais. Et les filles, généralement, se débrouillent très bien en roller. Elles ont de vraies aptitudes à avoir le bon geste du patin, du patineur. Et oui, tout à fait, c'est très formateur, même si on a des titrés quand même derrière vous. On va en parler dans un petit instant, mais il y a du très très haut niveau parmi ces jeunes roller hockeyeurs qui sont ici. Les Yetis, on peut refaire un petit historique aussi. C'est un club emblématique qui joue donc en élite, donc dans le plus haut niveau. Vous avez connu la Coupe d'Europe. Donc il y a les Yetis, c'est un des plus vieux clubs de roller hockey en France, puisque nous allons fêter l'année
l'année prochaine les 30 ans du club. Donc historiquement, c'est vraiment les Yetis qui ont développé ce club. Ça a été créé donc à l'époque par Gilles Bernot-Turneau, qui était accompagné de Bernard Segui. Et c'était dont on a parlé tout à l'heure. C'était au début, c'était un sport de parking. Ça se pratiquait dehors, là où on pouvait, voilà. Avec ça déjà? Thibaut, ça tu sauras me répondre? Non, le palais est arrivé bien après, quand ça a commencé à se démocratiser et quand on a commencé à jouer dans des salles. Mais au départ, c'était des balles. Hein. C'était des balles. Ou alors un palais un peu rugueux. D'accord. Et là, c'est un palais, c'est pas comme un palais... c'est beaucoup plus petit qu'un palais de... Enfin, pas plus petit, hein, mais moins épais, déjà. Plus léger. Plus léger, ouais. Et il y a des petites pastilles, on les voit là, qui permettent en fait de glisser et de permettre au palais de se stabiliser. Ça fait, voilà, oui, exactement. Voilà. Et ça fait peut-être un petit peu moins mal quand ça... Non. Non. Non, ça fait... Non, parce qu'en fait, vu qu'il est plus léger, il part plus vite aussi. Hein. D'accord. Et donc, on est passé d'un sport de parking à un sport de très haut niveau. Voilà, un sport de très haut niveau avec en 2001 la création du championnat de France qui progressivement est devenu Ligue Élite. Et se joue sous la dénomination Ligue Élite. Rassemble aujourd'hui 10 équipes. La formule est simple, c'est 10 équipes en championnat. Les 8 meilleurs jouent les playoffs et par élimination successive, le vainqueur est désigné tout à la fin. Les 2 derniers jouent des matchs de maintien contre le playdown, voilà, contre les équipes de division inférieure et gagnent le droit ou pas de rester en Ligue Élite. Oui, mais c'est pas... Il y a des grandes villes comme Bordeaux, des villes aussi où on connaît bien le hockey sur glace comme Angers, et puis des petites villes, en fait, c'est Rethel, qui est connue pour, je crois que c'est la capitale de... Rethel, on fait du boudin à Rethel, c'est ça? Ben ouais, allons-y. Non, mais c'est vrai, c'est surtout connu pour ça. Oui. C'est pas ils sont multiples champions de France. Ils sont assez suprêmes. Champions d'Europe. Voilà. Sur les 20 dernières années, ils ont dû gagner au moins 10 titres. C'est une équipe qui est effectivement très très forte. Mais votre bête noire, c'est Villeneuve-la-Garenne. C'est Villeneuve. Alors, on va remettre des images. Pour mieux nous en parler, là, voilà votre fille d'ailleurs, Thibaut, on en parlait il y a 2 petites secondes, parce que c'est du très haut niveau. L'ambiance est quand même bien sympa. Il y a un public très très sympa aussi. Ça reste très bon enfant et très convivial, mais c'est du très haut niveau. Et dans ce très haut niveau, il y a cette équipe que vous avez reçue il y a peu et qui vous avez sorti donc des demi-finales. L'année dernière, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui, malgré une saison régulière exceptionnelle, à quoi ça se joue, Thibaut, cette suprématie du roller hockey? En quoi est-ce qu'on est le meilleur? Donc, Villeneuve a déjà des étrangers. Donc, c'est souvent quand même des joueurs qui ont un profil un peu professionnel, quand même, déjà. Pas vous? Pas du tout. Non, là-dedans, en fait, sur le fait d'avoir des étrangers, il y a un aspect économique. Nous, étant un club excentré, puisque Grenoble est avec Anglet, l'un des 2 clubs les plus excentrés en France, on a énormément de déplacements. Donc le budget qu'on passe en déplacement, on ne peut pas le passer dans des salaires de joueurs, chose que les autres clubs, notamment Villeneuve, peuvent se permettre, parce qu'ils ont effectivement des déplacements qui sont moins coûteux. Peut-être plus de subventions aussi. Ça, alors, on est quand même à peu près bien aidé, mais c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, en effet. Donc nous, on utilise 99,9% de joueurs issus de la région. Voilà. Formés au club. Formés au club, certains sont formés à Villarbonneau. Il y a de très bons clubs, hein, finalement. Il y a Avars, il y a Borep aujourd'hui qui se sont bien développés. Des Frelons. Il y a un club très sympa à Crolles que je salue aussi. Il y a Villarbonneau, bien sûr, exactement. Les Dauphins. Oui, c'est un sport qui est très développé dans la région. Ça reste un aimant, hein, finalement, les Yetis. Et donc, ceux de la région viennent finalement soit jouer en N2, soit jouer en élite, selon leur niveau. Et il y a du niveau. Il y a un on niveau voit des très jolies choses et ça bouge bien et c'est spectaculaire. C'est pour ça qu'on aimerait que les tribunes soient davantage garnies parce que c'est un très bon moment. Mérité. C'est en centre-ville, hein, c'est vraiment à l'entrée du centre-ville. C'est ça, on a redonné à la Clémenceau son sport d'origine en fait, qui effectivement, vous l'avez souligné, était le hockey sur glace. Donc il n'y a plus de glace, mais on fait toujours du hockey à Clémenceau. Donc l'occasion pour les nostalgiques de venir nous voir. Ça se joue régulièrement les samedis soirs. Le prochain match étant le 11 novembre contre Anglet.
Très belle équipe cette année, Anglette. Voilà. Donc, qui également font de la glace. Tout le monde à venir. Font également de la glace aussi. Très belle ville de hockey aussi. Ouais. C'est sûr. Alors, le titre ou rien cette année? Allez, moi, j'ai faut partir comme ça, annoncé la couleur après 2 années magnifiques. Hein, C'est ça. C'est les meilleurs résultats que finalement les Yetis ont réussi à obtenir d'un point de vue du championnat de France élite. On ne va pas se cacher. On a une partie de l'équipe qui fait partie de l'équipe de France, nos 2 gardiens. Voilà, on a d'excellents joueurs. On a aussi des jeunes derrière qui attendent la relève. Et pour ça, il faut aussi qu'on leur montre qu'on est capable de gagner avec ce vivier grenoblois. Évidemment, si aujourd'hui on me fait venir, a priori, c'est pour leur apporter le step, la marche bonne supplémentaire. expérience de coach aussi. Ouais, a priori, moi j'ai une bonne expérience de coach. Je ne sais pas si ça suffira, bien entendu, loin de moi. Mais par contre, je sais pourquoi je suis venu et on était aussi d'accord avec Jean-Seb. On ne va pas se cacher derrière ça. Bien sûr, on n'a pas les étrangers, on n'a pas tout le budget qu'on aimerait avoir, bien entendu. Mais aujourd'hui, on a les joueurs et l'équipe. Je pense que c'est a priori une des meilleures versions de l'histoire du club. L'équipe que l'on a aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure version. On l'espère, certains sont déjà titrés, mais ils ne jouent pas encore avec vous. Alors, on a Matteo qui se tient très gentiment derrière nous. Matteo est champion d'Europe. Mesdames et messieurs, champion d'Europe. C'était à Charleroi. En Belgique, oui. C'est ça. C'était l'été dernier. Matteo Caspani, vous avez remporté cette finale face à la République tchèque avec les U17. Donc les moins de 17 ans. Vous avez quel âge, Matteo? J'ai 16 ans, là. Waouh. Et ça, c'est un souvenir magnifique. C'est sûr que et remporter... vous n'étiez pas tout seul, en plus. Non, j'étais pas tout seul. J'étais accompagné de Pablo Fontanil. C'est sûr que gagner des titres... dans un sport, c'est le Graal. Et là, d'être champion d'Europe, d'être sur le toit de l'Europe à ce moment-là, c'est assez magique. Ça fait rêver, ça c'est sûr, ça fait rêver d'élite. Aujourd'hui, vous jouez chez les U17, les U19 aussi? Je suis passé en U20. Ah, U20, pardon. Parce que les catégories, ça passe de U17 à U20. Oui, mais il y a des champions... Des vice-champions U19 d'Europe, aussi. U19. Donc U19, c'est dans les catégories nationaux? U19, en fait, ils ont fait un mélange entre U17 et U20. Et en fait, c'est les moins de 19 ans. Donc 17, 18 ans. Bon, enfin, le grand public comprendra que c'est des juniors. Hein. C'est ça. Voilà. Et qui donc ont eu moins de chance en finale. Les U19 sont vice-champions d'Europe. C'est déjà très bien. Mais on ne se remet pas, on ne digère pas une défaite en finale. Toujours pas. Une finale, elle se gagne. Les finales, ça se gagne. Et en plus, contre l'Espagne, une nation qui nous tient chaque fois le titre dans les championnats d'Europe, pardon. Non, on ne digère pas. Bon, en tout cas, c'est un bel espoir pour ce sport qui est en plein développement et qui gagne chaque année un petit peu plus de niveau. Hein. C'est du sérieux, ça se joue. Il faut beaucoup s'entraîner. Hein. Ouais, on a beaucoup d'entraînement à Grenoble. Là, avec les U20, on s'entraîne 2 fois par semaine. On est aussi surclassé dans des catégories supérieures. On joue avec les adultes parfois. Donc ça nous fait entre 2 à 4 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Donc c'est sûr que ça nous prend du temps et on s'entraîne beaucoup. C'est du sérieux, c'est pour ça qu'il faut aller les applaudir, ces jeunes et ces moins jeunes. Hein. Quel est le doyen de l'équipe? On sait quel âge il a, Thibaut? Ouais. 34 ans. 34 ans. C'est quand encore je me compte jeune. Pas, moi. Hein, moi. Et pourtant, très, très jeune entraîneur. Eh ben, on a compris qu'il fallait aller le samedi à la Clémenceau, de préférence à 19h30. C'est ça. Pour aller vous applaudir et passer des bons moments. Et vous soutenir, on l'espère, parce qu'il y a un super potentiel, ne serait-ce qu'en termes de spectacle. Même si on n'y connaît rien, on passe toujours un bon moment. Merci beaucoup. Merci à vous, On se retrouve ici, on fait le titre. D'accord? Avec grand plaisir. Promis. On croise les doigts. Quelqu'un fait de la moto ici? Moi. Ah oui. La moto comme celui-ci, attention, suspense. On a une belle moto à découvrir. Et pas n'importe quelle moto, la moto de... Papy. Papy. Mais c'est pas la vôtre, c'est celle de votre papa. Eh oui, moi j'ai pas le permis.
Ah, c'est pas vrai, Et toujours non. pas. Non. Même pas pour faire plaisir à votre papa. Non. La moto de papy, c'est bien plus qu'une BD, c'est bien plus qu'un hommage, même. C'est une véritable déclaration, c'est un témoignage de toute l'admiration, de tout l'amour, de l'affection que vous portez à votre papa qui, lui, est vraiment un grand fan de moto. Ça s'appelle La moto de papy, après le tome 1, qui était plutôt rose. Voici enfin le tome 2, qui est plutôt bleu. Et ça, c'est une histoire à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, Sylvain. Vous n'êtes pas dessinateur de BD, c'est un peu moins sexy à dire, vous êtes acheteur. Hein. Oui. oui. Non, alors c'est vraiment pas mon métier. J'y suis venu parce que j'avais un petit peu de temps pendant le confinement. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé remplir mes cahiers de cours de dessin, en particulier de moto, de voiture. J'ai beaucoup été bercé là-dedans par mon père, justement. J'ai en particulier été... Vraiment, j'ai un souvenir ému de... Un jour, mon père m'a ramené cette BD du Salon de la moto, Joe Bartim, le premier. On peut la voir un peu mieux ? Ouais, bien sûr, et surtout, pourquoi ça m'a ému, c'est parce que en fait, il l'a fait dédicacer par l'auteur. Et du coup, pour moi, elle a été tellement précieuse, tellement importante cette BD, elle a tellement été sur mon livre de chevet pendant toute ma jeunesse, que je me suis dit, si un jour je fais une BD, je m'inspirerai de celle-là. Alors, moi, je peux vous dire que si un jour je fais une BD, je m'inspirerai de la vôtre, parce que moi aussi, ça y est, j'ai ma dédicace. Je suis hyper contente. Vous l'avez faite pendant l'émission. Oui, alors... Je lirai tout ceci avec beaucoup d'intention, oui. Je suis désolé pour les autres invités, mais j'ai quand même écouté tout en dessinant. Hein. Oui, parce que vous allez passer du temps, si vous allez en dédicacer une à la fin de l'émission pour chacun des invités. Qui est Olivier, votre papa ? C'est mon papa. C'est votre papa, Papy Olivier. Voilà. Vous l'appelez Papy, vous aussi, maintenant ? Non, c'est mon fils qui l'appelle Papy. Et donc, en fait, vous avez vécu avec son petit côté, vous le comparez parfois à Serge Papagali, un petit peu. Physiquement, déjà, il y a une belle ressemblance. D'ailleurs, j'ai pu échanger avec Serge Papagali à ce sujet. Mais même au niveau de la... c'est un personnage, mon père, c'est un personnage. Et il est, par contre, tout en amour, tout en joie de vivre. Donc, c'est vraiment... c'est un très très bon client pour écrire des gags. Oui, et on le voit, donc on va raconter le début de cette histoire. Cette histoire, elle est née véritablement pendant le confinement ? Ou peut-être, est-ce que depuis votre BD sur les motos, vous aviez peut-être songé à offrir quelque chose à votre papa ? En fait, lui offrir des dessins mon papa, qu'on voit au dos de la BD, il a été à la retraite pendant le confinement, il s'est offert la moto de ses rêves. Et puis finalement, ça a été le prétexte. Parce que finalement, ces bandes dessinées, elles parlent plus de lui que de sa moto, à vrai dire. La moto, c'est vraiment un prétexte à des gags. Mais en fait, c'est... voilà, j'ai voulu lui faire un petit mot pour marquer le coup quand il a eu sa moto. Et puis, j'ai voulu illustrer le petit mot. Et puis mon fils m'a dit « Ah tiens... sur le dessin, il pourrait faire ça. » J'ai dit « Ah mais non, mais là, il faudrait faire un autre dessin. » Alors j'ai fait un autre dessin, puis j'en ai fait un autre. Et puis finalement, on en est venu à se dire qu'on avait 10 dessins. Et puis on avait encore des idées, on en a fait 30. Et puis finalement, au bout d'un moment, on avait tout un recueil. Et c'est là qu'on s'est dit, on va en faire une BD, on va lui offrir. Mais ça ne devait pas sortir du sac familial à la base. Vraiment, voilà, en fait, la BD, elle ressemble à ça. Vraiment, on a l'impression quand même que vous avez un sacré coup de crayon et que vous avez fait ça toute votre vie. D'ailleurs, vous en avez un peu le look. Hein. Il y a beaucoup de dessinateurs BD, un peu payot, qui ressemblent un petit peu à ça. Finalement, certains éditent leur livre de cuisine de famille et vous avez voulu éditer votre BD. Je ne sais pas si on peut voir la vidéo. Alors ça, c'est les motos. Ça, c'est la moto de ses rêves à votre... Non, ça, c'était la précédente qu'il a revendue justement pour avoir, voilà, celle-ci. C'est celle-là. Une Indian Roadmaster. Une Indian. Voilà, D'accord. On a affaire à des connaisseurs. Mais il avait déjà eu des scooters auparavant. Enfin, il était vraiment... il a toujours eu des motos. D'ailleurs, au dos de la BD, vous le voyez sur différents véhicules, au dos de celle-ci aussi. Fan de deux roues depuis toujours. Et ça vous a fait marrer, en fait. Et vous avez voulu le raconter en histoire. Surtout, il est fan de deux roues, mais il a eu quelques accidents notables. Donc, c'est un petit peu devenu matière pour se charrier, en fait, le fait qu'il est souvent en panne, souvent en accident. Et vous les tournez en dérision, ces accidents, parce que c'est jamais un événement marrant à vivre. Non, ça a été aussi un peu une manière d'exorciser. Il a eu un gros accident peu de temps avant d'avoir son Indian.
Et il a eu énormément... en fait, un chevreuil qui lui a sauté dessus. C'est assez fou. C'est drôle finalement. Parfois, c'est un sanglier. Du coup, c'est devenu... Du coup, c'est devenu un gag et ça a été un peu une manière d'évacuer ce triste épisode dont il a encore des séquelles. Il a eu tellement de fractures, le poumon perforé. Ça a été dur de le voir dans cet état et là, aujourd'hui, de le voir encore sur un 2 roues, c'est une petite victoire. Oui, pour se donner du baume au cœur, vous lui avez donc offert ce beau cadeau. Là, c'est un joli... Moi, je la trouve très touchante, cette vidéo, parce qu'il y a un joli petit paquet. Il est là, regardez-le, Papy Olivier, en fait, et à quel point... Il est peut-être brut de décoffrage sur certaines choses, mais il est très soigneux, il est très touché. Il ne va pas le montrer, hein. Il ne le montre pas trop. Ouais, mais il n'a pas compris sur le coup. Hein. Il n'a vraiment pas compris. Non. Et voilà, on le voit ici découvrir cette BD, c'était le numéro 1. Il s'est reconnu tout de suite. Alors, il s'est reconnu, mais par contre, il n'a pas compris tout le travail qu'il y avait derrière. Il n'a pas véritablement compris que c'était vous, l'auteur de tous ces dessins, de toutes ces histoires. Pas sur le coup, parce qu'en fait, on vit tellement à une époque incroyable. Ça a beaucoup amusé toute la famille. Une époque incroyable. On vit une époque où en quelques clics, on peut faire un album photo incroyable grâce à Internet. On le reçoit à la maison avec des belles photos, une belle mise en page, tout ça. Donc lui, il a vraiment pensé que c'était ça, que c'était quelque chose qui m'avait pris 3 clics à fabriquer. Quoi. C'est quand même 3 sacrés clics, hein, parce qu'il est épais. Vous disiez, vous aviez fait un dessin, puis 10, puis vous vous êtes mis à griffonner. Il a fallu apprendre. Vous avez appris à dessiner, parce qu'on ne dessine pas instinctivement comme ça, des visages. Il y a plus d'1 an de travail, plus de 1000 heures sur le tome 1 et le double sur le tome 2. où en fait, il a fallu... Voilà, à la base, moi, ma passion, c'est dessiner des voitures, dessiner des motos, mais les gens, je ne sais pas faire. Et je le dis clairement, acheter cette BD, vous achèterez la BD de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de talent pour dessiner les personnages. C'est pour ça que je passe par la caricature, gros nez, gros yeux, ça permet de faire facilement passer des émotions. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai vraiment pas la prétention d'être, ne serait-ce qu'à la cheville du maître. Le coup de crayon, la caricature va aider à faire ressortir une émotion et à l'exacerber. Exactement. Mais du coup, entre dessiner, gribouiller, d'ailleurs, il y a mes brouillons qui sont en page de garde. Hein, ça permet rappelle de voir... un peu les Boulet Bill, hein, ils faisaient un peu pareil. Voilà, ça permet de voir un petit peu à quoi ça ressemblait au début. Vraiment, c'était très, très moche. J'ai pris, du coup, pour pouvoir passer sur vraiment ça à un niveau professionnel, j'ai pris des cours. J'ai eu droit, grâce à mon entreprise, à faire des formations. Donc, j'ai fait des formations Photoshop sur la région en particulier, InDesign pour la mise en page aussi. Et tenter... Ça s'improvise pas. Non. Il y a vraiment... livré beaucoup d'énergie. Ça s'est vraiment fait dans la douleur. Mais est-ce que vous avez dû beaucoup lire aussi? Ça me rappelle un peu les Boulet Bill. C'est pas un chien, c'est une moto. C'est des histoires familiales qui sont... Et puis, un gag... Chacun peut s'y reconnaître aussi. Un gag par page, un petit peu comme Boulet Bill, un peu comme Gaston Lagaffe. Plus Gaston Lagaffe que Boulet Bill. Plus Franquin, alors. Ouais. Ah, Franquin, c'est pareil, c'est un maître total. Ah oui. Ouais. Ça, c'est sûr. Et donc, aujourd'hui, vous êtes capable de dessiner, de croquer un petit peu des portraits, des visages, puisque vous avez sorti donc ce tome 2 avec... vous-même, vous dites, c'est beaucoup mieux que le 1. Ah oui, tant et si bien que le tome 1, je vous l'ai amené là pour vous le montrer. Ça, c'est mon exemplaire perso. Hein. La couverture est la même, il n'y a que la couleur qui change. En tout cas, Papy, il n'a pas beaucoup changé. La couleur du tome 1, d'ailleurs, c'est un hommage un petit peu, encore une fois, hein, c'est le maître est là. Hein. Mais je ne sais plus ce que je disais. Eh bien, vous disiez que le trait, que vous aviez progressé. Oui. Voilà. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le tome 1 est en rupture de stock et je ne veux pas le réimprimer tel quel. Donc, je suis actuellement en train de travailler à faire une réédition du tome 1, beaucoup mieux dessiné. Sans assumer votre... Non, parce que franchement, j'ai... Votre amateurisme qui est une qualité, en l'occurrence. Ah, mais quand je vois la pauvreté des décors et tout ça. Donc j'ai honte du tome 1. Vraiment, le tome 2... Les Astérix ont évolué entre les premiers, le
l'attrait du Déserzo a beaucoup Et changé. c'est ce que m'ont dit en quelques numéros. des professionnels, des dessinateurs vraiment, parce que du coup j'ai accédé à une sphère un petit peu de dessinateurs de BD et j'ai vraiment qui ont été très 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 gentils et très bienveillants envers moi et qui m'ont déconseillé de refaire. Ils me disent mais non, garde toutes les erreurs de jeunesse, c'est bien. Et ils auront une histoire. Mais j'ai un petit côté perfectionniste, donc si vous faites partie des 250 lecteurs du tome 1 qui avaient le tome 1 première édition chez vous, gardez-le bien, peut-être un jour ça prendra de la valeur. Gardez-le bien. Celui-ci, c'est une première édition. Celui-là, c'est la première édition. Laissez-le moi. Ah non, celui-là, c'est non, bien, vous ça. me le laissez. On verra l'évolution. On attend le tome 10 avec beaucoup d'impatience pour découvrir aussi toute la famille. On le trouve bien sûr partout. Le tome 2, en tout cas. Eh ben non, absolument pas. Sur... Non, je suis en auto-édition. J'ai pas de mes seuls points de distribution. À partir de ce soir, c'est vrai, vous êtes en auto-édition. Vous-même avez dû faire la mise en page. Du coup, pour en obtenir un, il faut m'écrire à une adresse mail que j'ai créée exprès. Ah, vous n'avez pas pu avoir d'autres distributeurs depuis la naissance de cette on le cette trouve aventure au bureau tabac du Pont de Vence de Saint-Égrève, parce que voilà. que nous saluons. On le trouve au cabinet d'assurance familiale, Emobout et compagnie. Oui. Voilà. Et puis chez un ami qui a un magasin de matériel médical aussi, Fil Médical, à Grenoble. Voilà. Les 3 points de vente, sinon il faut passer par l'adresse Votre page l'adresse mail lamotodepapy@gmail.com. gmail.com ou votre page Facebook. Ou ma page Facebook, avec Puisque plaisir. vous êtes dessus. J'espère que ça va se décanter tout ça. Ce serait une belle nouvelle en tout cas. De toute manière, je fais vraiment pas ça pour le profit. C'est vraiment, à la base, c'était juste mais pour les autres, dans le cercle c'est déjà familial. ça. Et puis, tout le monde en a voulu. C'est pour ça que je me suis mis à l'imprimer. Ça coûte 15 €, c'est une auto-édition. Donc voilà, on peut aussi vous aider un petit peu et vous donner un petit coup de pouce. On vous retrouve tout de suite avec les petits bons plans, les coups de cœur. J'ai comme une petite idée quand même. Merci, Lucie. Moi, le mien, c'est tout fait. C'est la moto de papy, c'est les Yetis. Ils ont bien compris. Les voilà, les 2 coups de cœur. Mais c'est marrant, vous avez changé de lunettes depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah vous voulez que je parle de mes coups de cœur? Oui, alors déjà, pour commencer, on a des images de cette petite expo. C'est Lego Bricks. C'est cette association de Lego. Grenobrix. Grenobrix, bien sûr. Les Lego, les passionnés de Lego à Grenoble. Pourquoi cet assaut? En fait, je suis passionné de Lego depuis tout petit, comme beaucoup, mais vraiment... Vraiment à fond. Voilà, vraiment à fond. C'est ça. Et puis, je les avais mis un petit peu de côté, arrivé à la vingtaine. Et puis, est arrivé mon fils. Et là, j'ai voulu lui montrer ce que c'était les Lego. Et malheureusement, c'est moi qui ai replongé dedans. Ah, d'accord. Je croyais que vous alliez dire est arrivé mon fils et j'avais plus le temps. Mais non, au contraire. Au contraire, on joue ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble à construire des choses, dont ces lunettes qui sont vraiment, grâce à un ami opticien qui m'a fait des verres à ma vue. D'accord, donc c'est des vrais verres. C'est des vrais verres à ma vue qui sont en plus colorés. Et vous allez travailler comme ça? Ça m'est arrivé. Honnêtement, ça m'est arrivé. Oui, si c'est, oui, je comprends. C'est très joli. Ça n'est pas qu'un jouet. Ça fait criser ma femme, par contre. Je pense que quand elle va voir les images à la télé, elle va pas être. Mais c'est assumé. Regardez comme vous êtes haut en couleur. Et c'est vous qui avez réalisé ce magnifique tableau avec la moto de papy, donc que vous nous avez apporté pour égayer ce décor. Tout à fait. Qu'on peut peut-être voir sur ce plan-là. Voilà, c'est un Lego que vous voyez ici. C'est vrai que ici on le voit, on s'en rend pas bien compte. En dézoomant, mais c'est vrai que c'est vous qui avez créé cette très jolie composition. Bravo, on dirait une montre, celle-ci. Oh là là. Ah non, alors... Ça va, Karl, tu t'ennuies pas trop avec ton papa? Non, ça va. Non, il nous dit que non, tout va bien. Eh ben, c'est dur que voilà, il est aussi fan des Lego, mais on ne doit jamais s'ennuyer dans votre famille. Merci pour ce petit témoignage et ce petit clin d'œil. Jean-Sébastien, vous, on va chercher du côté de Pôle Sud. On va chercher du côté de Pôle Sud. Donc on quitte là le Clémenceau. Alors, votre coup de cœur à vous, c'est cette patinoire Pôle Sud. Alors. Voilà, c'est le patinoire Pôle Sud pour plein de raisons. Tout d'abord, c'est effectivement la maison des brûleurs de loups, mais pas que. Il y a aussi le... Voilà, on y hurle toujours autant. C'est pas Clémenceau, mais c'est Pôle Sud. Ouais. Mais il y a aussi une très très bonne école de patin, un très bon club de patinage avec lequel vous êtes déjà venu plusieurs fois. Tiens donc, pour les galas notamment.
Donc, pour y apprendre aussi. Pour y attention, apprendre c'est aussi. sérieux. Pour y apprendre aussi. Voilà, c'est un endroit que je trouve emblématique dans Grenoble parce que on y fait toujours quelque chose. De 6h à 22, 23h, c'est globalement ouvert. Et en plus, on aimerait qu'il y ait encore tellement plus de créneaux pour le short track, pour le patinage, pour le hockey, bien sûr. C'est ça. Thibaut, Clémenceau toujours. Hein. Ça peut être Team que Clémenceau, ouais. Peut-être un peu la notre vitesse quand même, mais c'est vrai que je revenais pas si souvent sur Grenoble ces dernières années. Là, c'est un vrai plaisir de retrouver quelques marques. Et c'est vrai que retrouver la salle Clémenceau, ça fait battre un peu le cœur, ça ramène de beaux souvenirs. Les dernières fois qu'on a joué, on a eu le titre de champion de France, c'était de la D3 à l'époque, mais on avait réussi à faire revenir Grenoble en élite. S'ils sont là, c'est peut-être aussi un petit peu... on a peut-être une part là-dedans. C'est en 99-2000, on le rappelle. 2000, beaucoup oublient cette saison qui avait vraiment été un véritable cauchemar aussi. 2 ans après le titre, enfin 1 an après le titre de 98. Et vous avez on avait demandé aux courageusement. juniors et à des anciens joueurs, dont un certain Frédéric Dailly. Ah ben voilà, que nous saluons. Que nous saluons. Voilà. ainsi que quelques autres, hein, Jean-Philippe Lemoine, attention. Jean-Philippe Lemoine est arrivé. Harry Salo surtout qui avait pris Harry Salo, exactement, et qui avait pris cette équipe en main. Et bon nombre de copains qu'on revoit encore, Nicolas Régorez, Thomas Bergamelli, etc. Mathieu Belay, et beaucoup d'autres. On en oublie, bien sûr, on va pas tous les citer. Marc Billiras, ça y est, j'en ai encore un. Bien sûr, Marco. Bien sûr. Allez, merci beaucoup pour tous ces beaux souvenirs et pour cette belle découverte. Merci encore et à très vite pour tous les prochains tomes. On prendra beaucoup de plaisir avec vous et merci encore à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.